En deuxième point, il y a les filières de concentration stratégique. J'en vois à peu près 6, 7. Première filière, agriculture et agro-industrie. Deuxième filière, matériaux de construction et bois. Troisième filière, mine, métallurgie. Quatrième filière, chimie, pétrochimie, pharmacie. Cinquième filière, industrie du numérique. Et sixième filière, industrie financière. Voilà nos 6 filières de concentration stratégique. Je dis bien de concentration stratégique. Il peut y en avoir d'autres, mais ce ne sont pas des filières de concentration stratégique. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ce sont des filières de concentration stratégique et pourquoi nous allons les porter de façon particulière. Si je prends l'agriculture et l'agro-industrie, dans notre pays, on utilise le concept, mais malheureusement, pour le galvauder, pour le vider de leur sens, de l'intérêt. Vous avez sans doute dû entendre parler de agropole. Même le gouvernement, dans son document, il y a le terme agropole, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais sauf qu'on ne l'a jamais mis en œuvre. Sauf que personne ne peut au Cameroun à l'heure actuelle vous montrer un seul agropole. Nous voulons faire des agropoles. L'agropole, c'est quoi? C'est un système de production où il y a un ou deux grands producteurs centraux, c'est-à-dire deux grands producteurs en termes de production agricole, de plantation. Si vous dites que vous faites par exemple du maïs, ne prenons pas que les spéculations de rente, prenons le maïs, vous dites qu'il y a quelqu'un qui a 400 hectares de maïs, 500 hectares, 1000 hectares de maïs. Mais à côté, il va avoir des petits producteurs de 10 hectares, plusieurs petits producteurs de 10 hectares, qui sont reliés à lui. Son avantage, c'est quoi? Son avantage, c'est qu'il va y avoir une unité de transformation là sur place. Que lui va mettre, parce que ça soutient sa production. Mais l'avantage du petit producteur, comme du sien, c'est que le petit producteur, c'est que sa production sera achetée, puis par l'unité centrale. Donc il est rassuré. Il ne produit pas en l'air, il ne produit pas sans savoir quel débouché. Aujourd'hui, vous êtes, le producteur est à la merci, n'est-ce pas, du marché des fluctuations parce qu'il n'y a rien. Donc, ça c'est déjà, je suis même déjà à la production, à l'achat de la production, mais avant même la production, le petit producteur qui par lui-même n'est pas capable d'acheter, par exemple, des engrais de certaines quantités, parce que vous savez, comme moi en matière commerciale, plus grandes sont les quantités que vous achetez, moins importants sont les prix. Donc, le grand producteur ou les grands producteurs tirent les petits producteurs. D'abord, d'ailleurs, parfois, ils vont mettre à leur disposition gratuitement, ils peuvent aller jusqu'à mettre gratuitement les engrais. Pourquoi? Parce que la production des petits producteurs alimente aussi son usine. Donc, tout le monde est gagnant. Moi, je suis assuré d'avoir la production de petits producteurs. Et le petit producteur a son marché assuré. C'est presque un marché captif. Il est assuré. Et il y a une unité de transformation. Vous voyez donc l'avantage de l'agropole, c'est que ça va contribuer à l'essaimage de l'industrie, notamment dans le secteur agricole dans le pays. Si vous avez un agropole de manioc, on l'a annoncé à une certaine époque à Ebola, vous n'avez pas besoin que le producteur, que celui qui cultive le manioc à Ebola, qu'on transporte pour amener à Yaoundé ou à Douala, ou je ne sais où, pour transformer. La production de la matière première est là et l'unité de transformation doit être là. Et les petits producteurs qui ont 2 hectares, 5 hectares sont rattachés au producteur central. C'est ce que nous voulons faire dans le domaine agricole avec les agropoles. Et vous croyez-moi, ça va marcher dès lors qu'on a réglé le problème foncier. Le Camerounais ne demande que ça, à se lâcher. Je dis, quand je traverse le cours d'eau au Cameroun, quand je traverse la Savada ou d'autres cours d'eau importants, je suis mal, parce que je vois l'eau qui s'écoule, et qui me regarde, et je le regarde, et lui va vers la mer. On n'a rien fait. Alors que cette eau-là, prenons, et nous pouvons faire 3 productions de maïs. Prenons, et nous pouvons faire, je ne sais pas moi, des plantations de manioc ou quelque chose à l'infini. Regardez, nous n'avons pas au Cameroun, si vous voulez vraiment du jus d'orange. Vous avez juste
les productions artisanales, quelqu'un a fait son champ et il met 3, 4 pieds ou 10 pieds d'oranger. Mais regardez si vous voulez faire vraiment des orangeries. En plus, nous avons des terres fabuleuses pour ça. Et là, j'ai pris les oranges, je pourrais prendre énormément d'autres choses. Je vois, par exemple, toutes ces terres qu'on exploite dans le septentrion. Si nous mettons, et je le disais déjà en 2018, à dire que nous faisons un agropole de l'anacarde, noix de cajou, vous connaissez la noix de cajou, qui est effectivement un arbre qui pousse partout, mais qui donne un rendement plus élevé dans les zones sahéliennes. Parce que justement, le niveau de climat, d'humidité et tout ça convient. La Côte d'Ivoire qui est rentrée dans la production de cajou il y a 10 ans est devenue le numéro 1 mondial. Il y a environ 10 ou 15 ans qui sont entrés là-dedans. Donc, et nous avons des terres. Dans le monde, et on vous dit le septentrion, il y a la pauvreté, on ne fait rien. Mais parce que nous n'avons pas, effectivement, mis en place les mesures qu'il faut, accompagner qu'il faut pour que la production ait lieu. Si quelqu'un veut faire une plantation d'anacarde dans le nord, nous savons que c'est une spéculation qui va commencer à entrer en production 4 ans plus tard, 5 ans. Vous devez lui créer, donner les mêmes conditions que ce que vous donnez par exemple à un producteur de cacao ou de palmier à l'huile. C'est-à-dire que vous devez non seulement l'accompagner, vous devez justement trouver le mécanisme d'exonération fiscale sur une longue période pour qu'il commence à produire avant qu'on commence à chercher à prélever. Nous sommes dans un pays aussi vrai que je suis favorable à l'élargissement de l'assiette fiscale, il ne faut pas le faire de façon anarchique. On est dans un pays où on demande à un poussin de produire des œufs. Il faut qu'il grandisse d'abord, non? Un poussin, ça dit une entreprise qui vient de mettre, vous voulez prélever quel impôt? Mais c'est qu'il se consolide. Et le raisonnement en matière fiscale, notamment s'agissant des entreprises, c'est quoi? C'est que lorsque vous prenez une situation où vous partez de 0 à 1, vous avez gagné. Quand vous partez de 0 à plus 1, vous avez gagné, non? Bon, donc, quand vous êtes à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune entreprise nouvelle qui se crée. Vous gagnez quoi? Rien. Donc maintenant, quand quelqu'un crée une entreprise, il est en train de vous donner le plus 1. Donnez-lui le temps donc d'exister et de vivre pour que ce plus 1-là soit établi. Vous ne gagnez même plus qu'avant, vous n'aviez rien. Ou est-ce que vous voyez mon raisonnement? Donc c'est comme ça. Donc il faut laisser le temps aux entreprises de se consolider, de s'asseoir. Évidemment, ça dépendra du type d'entreprise. Voilà, on va le faire. Voilà pour l'agriculture. Évidemment, nous allons continuer à soutenir, qu'on se détrompe sur nos intentions. Nous allons continuer à soutenir l'agriculture traditionnelle de subsistance. Parce que c'est elle aussi qui porte nos pays. C'est elle qui fait que la famine ne gagne pas le Cameroun. C'est les petits producteurs sur 5000 mètres carrés, sur 1 hectare. Il ne faut pas négliger ça. Je vous ai parlé de l'agriculture en termes d'agropole, qu'on peut dire agriculture industrielle ou semi-industrielle, mais à côté de cela, vous aurez l'agriculture traditionnelle. On va simplement essayer de voir comment, même avec nos ingénieurs, diminuer la pénibilité des tâches pour que les mamans ne se cassent pas le dos, le papa, machin. On peut, ce sont des choses, en plus même, si on veut même, on importe juste les outils. Il y a dans plein de pays aujourd'hui, des pays comme l'Inde ou la Chine, il y a des petits outils qui permettent justement aux parents de faire ce genre d'agriculture sans se casser le dos. Donc on doit veiller à ça, mais cette agriculture-là doit exister. Elle doit continuer d'exister. Ne serait-ce que parce que c'est celle qui, en fait, protège le mieux notre santé, parce que c'est celle qui utilise le moins d'engrais, surtout les engrais chimiques et autres. Voilà pour l'agriculture.